Bonjour, donc je continue, Manon Lescaut. Là, normalement, je devrais terminer cette première partie. Voilà, donc et si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à le faire. Ça vous permet d'être au courant des différentes lectures. Donc, je continue. Donc là, il lui a envoyé, il a réussi à faire parvenir une lettre chez le frère de Manon. Voilà, qui est un petit peu un escroc quand même. Mais bon. Donc voilà, donc il me vint voir le lendemain, et il passa heureusement sous le nom de mon frère. Ma joie fut extrême en l'apercevant dans ma chambre. J'en fermai la porte avec soin. Ne perdons pas un seul moment, lui dis-je. Apprenez-moi d'abord des nouvelles de Manon, et donnez-moi ensuite un bon conseil pour rompre mes fers. Il m'assura qu'il n'avait pas vu sa sœur depuis le jour qui avait précédé mon emprisonnement, qu'il n'avait appris son sort et le mien qu'à force d'informations et de soins, que s'étant présenté 2 ou 3 fois à l'hôpital, on lui avait refusé la liberté de lui parler. « Malheureux !» « GM, m'écriai-je, tu me le paieras cher. » Pour ce qui regarde votre délivrance, continua Lescaut, c'est une entreprise moins facile que vous ne pensez. Nous passâmes hier la soirée, 2 de mes amis et moi, à observer toutes les parties extérieures de cette maison, et nous jugeâmes que vos fenêtres étant sur une cour entourée de bâtiments, comme vous nous l'aviez marqué, il y aurait bien de la difficulté à vous tirer de là. Vous êtes d'ailleurs au 3e étage, et nous ne pouvons introduire ici ni corde ni échelle. Je ne vois donc nulle ressource du côté du dehors. C'est dans la maison même qu'il faudrait imaginer quelque artifice. « Non, repris-je, j'ai tout examiné, surtout depuis que ma clôture est un peu moins rigoureuse, par l'indulgence du supérieur. La porte de ma chambre ne se ferme plus avec la clé. J'ai la liberté de me promener dans les galeries des religieux, mais tous les escaliers sont bouchés par des portes épaisses, qu'on a soin de tenir fermées la nuit et le jour, de sorte qu'il est impossible que la seule adresse puisse me sauver. Attendez, repris-je, après avoir un peu réfléchi sur une idée qui me parut excellente. Pourriez-vous m'apporter un pistolet? Aisément, me dit Lescaut. Mais voulez-vous tuer quelqu'un? Je l'assurai que j'avais si peu dessein de tuer qu'il n'était pas même nécessaire que le pistolet fût chargé. Apportez-le-moi demain, ajoutai-je, et ne manquez pas de vous trouver le soir à 11 heures vis-à-vis de la porte de cette maison, avec 2 ou 3 de nos amis. J'espère que je pourrai vous y rejoindre. Il me pressa en vain de lui en apprendre davantage. Je lui dis qu'une entreprise telle que je la méditais ne pouvait paraître raisonnable qu'après avoir réussi. Je le priai d'abréger sa visite afin qu'il trouvât plus de facilité à me revoir le lendemain. Il fut admis avec aussi peu de peine que la première fois. Son air était grave. Il n'y a personne qui ne l'eût pris pour un homme d'honneur. Lorsque je me trouvais muni de l'instrument de ma liberté, je ne doutais presque plus du succès de mon projet. Il était bizarre et hardi, mais de quoi n'étais-je pas capable avec les motifs qui m'animaient? J'avais remarqué depuis qu'il m'était permis de sortir de ma chambre et de me promener dans les galeries que le portier apportait chaque jour, au soir, les clés de toutes les portes au supérieur et qu'il régnait ensuite un profond silence dans la maison, qui marquait que tout le monde était retiré. Je pouvais aller sans obstacle par une galerie de communication de ma chambre à celle de ce père. Ma résolution était de lui prendre ses clés, en l'épouvantant avec mon pistolet, s'il faisait difficulté de me le donner, et de m'en servir pour gagner la rue. J'en attendis le temps avec impatience. Le portier vint à l'heure ordinaire, c'est-à-dire un peu après 9 heures. J'en laissai passer encore une pour m'assurer que tous les religieux et les domestiques étaient endormis. Je partis enfin avec mon arme et une chandelle allumée. Je frappai d'abord doucement à la porte du père, pour l'éveiller sans bruit. Il m'entendit en second coup, en s'imaginant sans doute que c'était quelque religieux qui se trouvait mal et qui avait besoin de secours. Il se leva pour m'ouvrir. Il eut néanmoins la précaution de demander au travers de la porte qui c'était, et ce qu'on voulait de lui. Je fus obligé de me nommer, mais j'affectai un ton plaintif pour lui faire comprendre que je ne me trouvais pas bien. « Ah, c'est vous, mon cher fils, me dit-il, en ouvrant la porte. Qu'est-ce donc qui vous amène si tard? » J'entrai dans sa chambre, et l'ayant tiré à l'autre bout opposé, à la porte, je lui déclarai qu'il m'était impossible de demeurer plus longtemps à Saint-Lazare, que la nuit était un temps commode pour sortir sans être aperçu, et que j'attendais de son amitié qu'il consentirait à m'ouvrir les portes ou à me prêter ses clés pour les ouvrir moi-même. Ce compliment devait le surprendre. Il demeura quelque temps à me considérer sans me répondre. Comme je n'en avais pas à perdre, je repris la parole pour lui dire que j'étais fort touché de toutes ses bontés, mais que la liberté étant le plus cher de tous les biens, surtout pour moi à qui on la ravissait injustement, j'étais résolu de me la procurer cette nuit même, à quelque prix que ce fût. Et de peur qu'il ne lui prît l'envie d'élever la voix pour appeler au secours, je lui fis voir une honnête raison de silence que je tenais sous mon juste corps.
Un pistolet, me dit-il. Quoi, mon fils? Vous voulez m'ôter la vie pour reconnaître la considération que j'ai eue pour vous? À Dieu ne plaise, lui répondis-je. Vous avez trop d'esprit et de raison pour me mettre dans cette nécessité. Mais je veux être libre, et j'y suis résolu que si mon projet manque par votre faute, c'est fait de vous, absolument. Mais mon cher fils, reprit-il d'un air pâle et effrayé, que vous ai-je fait? Quelle raison avez-vous de vouloir ma mort? Et non, répliquai-je avec impatience, je n'ai pas dessein de vous tuer. Si vous voulez vivre, ouvrez-moi la porte, et je suis le meilleur de vos amis. J'aperçus les clés qui étaient sur la table, je les pris, et je le priai de me suivre, en faisant le moins de bruit qu'il pourrait. Il fut obligé de s'y résoudre. À mesure que nous avancions et qu'il ouvrait une porte, il me répétait avec un soupir. « Ah, mon fils! Ah, qu'il l'aurait cru! » « Point de bruit, mon père, répétai-je de mon côté à tout moment. Enfin, nous arrivâmes à une espèce de barrière qui est avant la grande porte de la rue. Je me croyais déjà libre, et j'étais derrière le père avec ma chandelle dans une main et mon pistolet dans l'autre. Pendant qu'il s'empressait d'ouvrir, un domestique qui couchait dans une petite chambre voisine, entendant le bruit de quelques verrous, se lève et met la tête à sa porte. Le bon père le crut apparemment capable de m'arrêter. Il lui ordonna avec beaucoup d'imprudence de venir à son secours. C'était un puissant coquin, qui s'élança sur moi pour s'en balancer. Je ne le marchandais point. Je lui lâchai le cou au milieu de la poitrine. « Voilà de quoi vous êtes cause, mon père, dis-je assez fièrement à mon guide. Mais que cela ne vous empêche point d'achever, ajoutai-je en le poussant vers la dernière porte. Il n'osa refuser de l'ouvrir. Je sortis heureusement et je trouvai à 4 pas Lescaut qui m'attendait avec 2 amis, suivant sa promesse. Nous nous éloignâmes, Lescaut me demanda s'il n'avait pas entendu tirer un pistolet. « C'est votre faute, lui dis-je. Pourquoi me l'apportiez-vous chargé ?» Cependant, je le remerciai d'avoir eu cette précaution, sans laquelle j'étais sans doute à Saint-Lazare pour longtemps. Nous allâmes passer la nuit chez un traiteur. Un traiteur, c'est une personne qui... Oui, bon, c'est une personne qui sert des repas. Chez un traiteur où je me remis un peu de la mauvaise chère que j'avais faite depuis près de 3 mois. Je ne pus néanmoins m'y livrer au plaisir. Je souffrais mortellement dans Manon. Je souffrais mortellement dans Manon. La souffrance de Manon, toujours emprisonnée, fait souffrir des grieux. « Il faut la délivrer, dis-je à mes 3 amis. Je n'ai souhaité la liberté que dans cette vue. Je vous demande le secours de votre adresse. Pour moi, j'ai employé jusqu'à ma vie. » Lescaut, qui ne manquait pas d'esprit et de prudence, me présenta qu'il fallait aller bride en main. Aller bride en main, c'est avec prudence. Que mon évasion de Saint-Lazare et le malheur qui m'était arrivé en sortant causerait infailliblement du bruit, que le lieutenant général de police me ferait chercher, et qu'il avait les bras longs. Enfin, que si je ne voulais pas être exposé à quelque chose de pis que Saint-Lazare, il était à propos de me tenir couvert et renfermé pendant quelques jours, pour laisser au premier feu de mes ennemis le temps de s'éteindre. Son conseil était sage, mais il aurait fallu l'être aussi pour le suivre. Tant de lenteur et de ménagement ne s'accordaient pas avec ma passion. Toute ma complaisance se réduisit à lui promettre que je passerais le jour suivant à dormir. Il m'enferma dans sa chambre où je demeurai jusqu'au soir. J'employais une partie de ce temps à former des projets et des expédients pour secourir Manon. J'étais bien persuadé que sa prison était encore plus impénétrable qu'il n'avait été la mienne. Il n'était pas question de force et de violence, il fallait de l'artifice. Mais la déesse même de l'invention n'aurait pas su par où commencer. J'y vis si peu de jours que je remis à considérer mieux les choses, lorsque j'aurais pris quelque information sur l'arrangement intérieur de l'hôpital. Aussitôt que la nuit me rendit la liberté, je priai Lescaut de m'accompagner. Nous liâmes conversation avec un des portiers, qui nous parut homme de bon sens. Je feignis d'être un étranger qui avait entendu parler avec admiration de l'hôpital général et de l'ordre qui s'y observe. Je l'interrogeai sur les plus minces détails et de circonstance en circonstance, nous tombâmes sur les administrateurs, dont je le priais de m'apprendre les noms et les qualités. Les réponses qu'il me fit sur ce dernier article me firent naître une pensée dont je m'applaudis aussitôt, et que je ne tardai point à mettre en œuvre. Je lui demandai, comme une chose essentielle à mon dessein, si ces messieurs avaient des enfants. Il me dit qu'il ne pouvait pas m'en rendre un compte certain, mais que pour monsieur de T, qui était un des principaux, il lui connaissait un fils en âge d'être marié, qui était venu plusieurs fois à l'hôpital avec son père. Cette assurance me suffisait. Je rompis presque aussitôt notre entretien,
et je fis part à Lescaut en retournant chez lui du dessein que j'avais conçu. Je m'imagine, lui dis-je, que M. de T, le fils, qui est riche et de bonne famille, est dans un certain goût des plaisirs, comme la plupart des jeunes gens de son âge. Il ne saurait être ennemi des femmes, ni ridicule au point de refuser ses services pour une affaire d'amour. J'ai formé le dessein de l'intéresser à la liberté de Manon. S'il est honnête homme et qu'il ait des sentiments, il nous accordera son secours avec générosité. Par générosité. S'il n'est point capable d'être conduit par ce motif, il fera du moins quelque chose pour une fille aimable, ne fût-ce que par l'espérance d'avoir part à ses faveurs. Je ne veux pas différer de le voir, ajoutai-je, plus longtemps que jusqu'à demain. Je me sens si consolé par ce projet que j'en tire un bon augure. Lescaut convint lui-même qu'il y avait de la vraisemblance dans mes idées et que nous pourrions espérer quelque chose par cette voie. J'en passai la nuit moins tristement. Le matin étant venu, je m'habillai le plus proprement qu'il me fut possible, dans l'état d'indigence où j'étais, et je me fis conduire dans un fiacre à la maison de M. de T. Il fut surpris de recevoir la visite d'un inconnu. J'augurais bien de sa physionomie et de ses civilités. Je m'expliquai naturellement avec lui, et pour échauffer ses sentiments naturels, je lui parlais de ma passion et du mérite de ma maîtresse, comme de deux choses qui ne pouvaient être égalées que l'une par l'autre. Il me dit que, quoiqu'il n'eût jamais vu Manon, il avait entendu parler d'elle, du moins qu'il s'agissait de celle qui avait été la maîtresse du vieux G.M. Je ne doutais point qu'il ne fût informé de la part que j'avais eue à cette aventure, et pour le gagner de plus en plus, en me faisant un mérite de ma confiance, je lui racontai le détail de tout ce qui était arrivé à Manon et à moi. « Vous voyez, monsieur, continuai-je, que l'intérêt de ma vie et celui de mon cœur sont maintenant entre vos mains. L'un ne m'est pas plus cher que l'autre. Je n'ai point de réserve avec vous, parce que je suis informé de votre générosité, et que la ressemblance de nos âges me fait espérer qu'il s'en trouvera quelqu'une dans nos inclinations. » Il parut fort sensible à cette marque d'ouverture et de candeur. Sa réponse fut celle d'un homme qui a du monde et des sentiments, ce que le monde ne donne pas toujours et qu'il fait perdre souvent, qu'il regarderait mon amitié comme une de ses plus heureuses acquisitions et qu'il s'efforcerait de la mériter par l'ardeur de ses services. Il ne promit pas de me rendre Manon, parce qu'il n'avait, me dit-il, qu'un crédit médiocre et mal assuré, mais il m'offrit de me procurer le plaisir de la voir et de faire tout ce qui serait en sa puissance pour la remettre entre mes bras. Je fus plus satisfait de cette incertitude de son crédit que je ne l'aurais été d'une pleine assurance de remplir tous mes désirs. Je trouvai dans la modération de ses offres une marque de franchise dont je fus charmé. En un mot, je me promis tout de ses bons offices. La seule promesse de me faire voir Manon m'aurait fait tout entreprendre pour lui. Je lui marquai quelque chose de ses sentiments d'une manière qui le persuada aussi que je n'étais pas d'un mauvais naturel. Nous nous embrassâmes avec tendresse et nous devînmes amis, sans autre raison que la bonté de nos cœurs et une simple disposition qui porte un homme tendre et généreux à aimer un autre homme qui lui ressemble. Il poussa les marques de mon estime bien plus loin, car ayant combiné mes aventures et jugeant qu'en sortant de Saint-Lazare, je ne devais pas me trouver à mon aise, il m'offrit sa bourse, et il me pressa de l'accepter. Je ne l'acceptai point, mais je lui dis « C'est trop, mon cher monsieur. Si avec tant de bonté et d'amitié vous me faites revoir ma chère Manon, je vous suis attaché pour toute ma vie. Si vous me rendez tout à fait cette chère créature, je ne croirais pas être quitte en versant tout mon sang pour vous servir. » Nous ne nous séparâmes qu'après être convenus du temps et du lieu où nous devions nous retrouver. Il eut la complaisance de ne pas me remettre plus loin que l'après-midi du même jour. Je l'attendis dans un café où il vint me rejoindre vers les 4 heures, et nous prîmes ensemble le chemin de l'hôpital. Mes genoux étaient tremblants en traversant les cours. « Puissance d'amour, disais-je, je reverrai donc l'idole de mon cœur, l'objet de tant de pleurs et d'inquiétudes. Ciel, conservez-moi assez de vie pour aller jusqu'à elle, et disposez après cela de ma fortune et de mes jours. Je n'ai plus d'autre grâce à vous demander. » M. de T. parla à quelques concierges de la maison, qui s'empressèrent de lui offrir tout ce qui dépendait d'eux pour sa satisfaction. Il se fit montrer le quartier où Manon avait sa chambre, où l'on nous y conduisit avec une clé d'une grandeur effroyable, qui servit à ouvrir sa porte. Je demandai au valet qui nous menait, et qui était celui qu'on avait chargé du soin de la servir, de quelle manière elle avait passé le temps dans cette demeure. Il nous dit que c'était une douceur angélique, qui n'avait jamais reçu d'elle un mot de dureté, qu'elle avait versé continuellement des larmes pendant les 6 premières semaines après son arrivée,
mais que depuis quelque temps elle paraissait prendre son malheur avec plus de patience, et qu'elle était occupée à coudre du matin jusqu'au soir, à la réserve de quelques heures qu'elle employait à la lecture. Je lui demandai encore si elle avait été entretenue proprement. Il m'assura que le nécessaire, du moins, ne lui avait jamais manqué. Nous approchâmes de sa porte. Mon cœur battait violemment. Je dis à M de T. « Entrez seule et prévenez-la sur ma visite, car j'appréhende qu'elle ne soit trop saisie en me voyant tout d'un coup. » La porte nous fut ouverte. Je demeurai dans la galerie. J'entendis néanmoins leur discours. Il lui dit qu'il venait de lui apporter un peu de consolation, qu'il était de mes amis et qu'il prenait beaucoup d'intérêt à notre bonheur. Elle lui demanda avec le plus vif empressement si elle apprendrait de lui ce que j'étais devenue, et il lui promit de m'amener à ses pieds, aussi tendre, aussi fidèle qu'elle pouvait le désirer. « Quand » reprit-elle. « Aujourd'hui même, lui dit-il. Ce bienheureux moment ne tardera point. Il va paraître à l'instant si vous le souhaitez. » Elle comprit que j'étais à la porte. J'entrai lorsqu'elle y accourait avec précipitation. Nous nous embrassâmes avec cette effusion de tendresse qu'une absence de 3 mois fait trouver si charmante à de parfaits amants. Nos soupirs, nos exclamations interrompues, 1000 noms d'amour répétés languissamment, de part et d'autre, formèrent pendant un quart d'heure une scène qui attendrissait M de T. « Je vous porte envie, me dit-il, en nous faisant asseoir. Il n'y a point de sort glorieux auquel je ne préférasse une maîtresse si belle et si passionnée. Aussi mépriserais-je tous les empires du monde, lui répondis-je, pour m'assurer le bonheur d'être aimé d'elle. » Tout le reste d'une conversation si désirée ne pouvait manquer d'être infiniment tendre. La pauvre Manon me raconta ses aventures et je lui appris les miennes. Nous pleurâmes amèrement en nous entretenant de l'état où elle était et de celui d'où je ne faisais que sortir. Monsieur de T nous consola par de nouvelles promesses de s'employer ardemment pour finir nos misères. Il nous conseilla ne pas rendre cette première entrevue trop longue, pour lui donner plus de facilité à nous en procurer d'autres. Il eut beaucoup de peine à nous faire goûter ce conseil. Manon, surtout, ne pouvait se résoudre à me laisser partir. Elle me fit remettre 100 fois sur ma chaise. Elle me retenait par les habits et par les mains. « Hélas, dans quel lieu me laissez-vous » disait-elle. « Qui peut m'assurer de vous revoir ?» Monsieur de T lui promit de la venir voir souvent avec moi. Pour le lieu, ajouta-t-il agréablement, il ne faut plus l'appeler l'hôpital. C'est Versailles, depuis qu'une personne qui mérite l'empire de tous les cœurs y est enfermée. Oh, c'est joli. Je fis en sortant quelques libéralités au valet qui la servait pour l'engager à lui rendre ses soins avec zèle. Ce garçon avait la moins basse et moins dure que ses pareils. Il avait été témoin de notre entrevue. Ce tendre spectacle l'avait touché. Un louis d'or dont je lui fis présent acheva de me l'attacher. Il me prit à l'écart en descendant dans les cours. « Monsieur, me dit-il, si vous me voulez prendre à votre service ou me donner une honnête récompense pour me dédommager de la perte de l'emploi que j'occupe ici, je crois qu'il me sera facile de délivrer mademoiselle Manon. » J'ouvris l'oreille à cette proposition, et quoique je fusse dépourvu de tout, je lui fis des promesses fort au-dessus de ses désirs. Je comptais bien qu'il me serait toujours aisé de récompenser un homme de cette étoffe. « Sois persuadé, lui dis-je, mon ami, qu'il n'y a rien que je ne fasse pour toi, et que ta fortune est aussi assurée que la mienne. Je voulus savoir quels moyens il avait dessein d'employer. Nul autre, me dit-il, que de lui ouvrir le soir la porte de sa chambre et de vous la conduire jusqu'à celle de la rue, où il faudra que vous soyez prêt à la recevoir. » Je lui demandai s'il n'était point à craindre qu'elle ne fût reconnue en traversant les galeries et les cours. Il confessa qu'il y avait quelques dangers, mais il me dit qu'il fallait bien risquer quelque chose. Quoique je fusse ravi de le voir si résolu, j'appelai M de T pour lui communiquer ce projet, et la seule raison qui semblait pouvoir le rendre douteux. Il y trouva plus de difficultés que moi. Il convint qu'elle pouvait absolument s'échapper de cette manière, mais si elle est reconnue, continua-t-il, et si elle est arrêtée en fuyant, c'est peut-être fait d'elle pour toujours. D'ailleurs, il vous faudrait donc quitter Paris sur le champ, car vous ne seriez jamais assez caché aux recherches. On les redoublerait autant par rapport à vous qu'à elle. Un homme s'échappe aisément quand il est seul, mais il est presque impossible de demeurer inconnu avec une jolie femme. Quelque solide que me parut ce raisonnement, il ne put l'emporter, dans mon esprit, sur un espoir si proche de mettre Manon en liberté. Je le dis à M de T, et je le priai de pardonner un peu d'imprudence et de témérité à l'amour. J'ajoutai que mon dessein était en effet de quitter Paris pour m'arrêter comme j'avais déjà fait dans quelques villages voisins.
nous convînmes donc, avec le valet, de ne pas remettre son entreprise plus loin qu'au jour suivant, et pour la rendre aussi certaine qu'il était en notre pouvoir, nous résolûmes d'apporter des habits d'homme, dans la vue de faciliter notre sortie. Et il n'était pas aisé de les faire entrer, mais je ne manquais pas d'invention pour en trouver le moyen. Je priai seulement M. de T de mettre le lendemain 2 vestes légères l'une sur l'autre, et je me chargeai de tout le reste. Nous retournâmes le matin à l'hôpital. J'avais avec moi pour Manon du linge, des bas, et par-dessus mon juste au corps, un surtout qui ne laissait rien voir de trop enflé dans mes poches. Nous ne fûmes qu'un moment dans sa chambre. M. de T lui laissa une de ses 2 vestes, je lui donnai mon juste au corps, le surtout me suffisant pour sortir. Et il ne se trouva rien de manque à son ajustement, excepté la culotte, que j'avais malheureusement oubliée, le pantalon. L'oubli de cette pièce nécessaire nous eût sans doute apprêtés à rire si l'embarras où il nous mettait eût été moins sérieux. J'étais au désespoir qu'une bagatelle de cette nature fût capable de nous arrêter. Cependant, je pris mon parti, qui fut de sortir moi-même sans culotte. Je laissai la mienne à Manon. Mon surtout était long, et je me mis à l'aide de quelques épingles en état de passer décemment à la porte. Le reste du jour me parut d'une longueur insupportable. Enfin, la nuit étant venue, nous nous rendîmes un peu au-dessous de la porte de l'hôpital dans un carrosse. Nous n'y fûmes pas longtemps sans voir Manon paraître avec son conducteur. Notre portière étant ouverte, ils montèrent tous 2 à l'instant. Je reçus ma chère maîtresse dans mes bras. Elle tremblait comme une feuille. Le cocher me demanda où il fallait toucher. « Touche au bout du monde, lui dis-je, et mène-moi quelque part où je ne puisse jamais être séparé de Manon. » Ce transport dont je ne fus pas le maître faillit de m'attirer un fâcheux embarras. Le cocher fit réflexion à mon langage, et lorsque je lui dis ensuite le nom de la rue où nous voulions être conduits, il me répondit qu'il craignait que je ne l'engageasse dans une mauvaise affaire, qu'il voyait bien que ce beau jeune homme qui s'appelait Manon était une fille que j'enlevais de l'hôpital, et qui n'était pas d'humeur à se perdre pour l'amour de moi. La délicatesse de ce coquin n'était qu'une envie de me faire payer la voiture plus cher. Nous étions trop près de l'hôpital pour ne pas filer doux. « Tais-toi, lui dis-je, il y a un louis d'or à gagner pour toi. » Il m'aurait aidé après cela à brûler l'hôpital même. Nous gagnâmes la maison où demeurait Lescaut. Comme il était tard, M. de T nous quitta en chemin, avec promesse de nous revoir le lendemain. Le valet demeura seul avec nous. Je tenais Manon si étroitement serrée dans mes bras que nous n'occupions qu'une place dans le carrosse. Elle pleurait de joie, et je sentais ses larmes qui mouillaient mon visage. Mais lorsqu'il fallut descendre pour entrer chez Lescaut, j'eus avec le cocher un nouveau démêlé, dont les suites furent funestes. Je me repentis de lui avoir promis un louis, non seulement parce que le présent était excessif, mais par une autre raison bien plus forte qui était l'impuissance de le payer. Je fis appeler Lescaut. Il descendit de sa chambre pour venir à la porte. Je lui dis à l'oreille dans quel embarras je me trouvais. Comme il était d'une humeur brusque et nullement accoutumé à ménager un fiacre, il me répondit que je me moquais. « Un louis d'or, ajouta-t-il. 20 coups de canne à ce colquin-là. » J'eus beau lui présenter doucement qu'il allait nous perdre, il m'arracha ma canne, avec l'air d'en vouloir maltraiter le cocher. Celui-ci, à qui il était peut-être arrivé de tomber quelquefois sous la main d'un garde du corps ou d'un mousquetaire, s'enfuit de peur avec son carrosse, en criant que je l'avais trompé, mais que j'aurais de ses nouvelles. Je lui répétais inutilement d'arrêter. Sa fuite me causa une extrême inquiétude. Je ne doutais point qu'il n'avertît le commissaire. « Vous me perdez, dis-je à Lescaut. Je ne serai pas en sûreté chez vous. Il faut nous éloigner dans le moment. » Je prêtai le bras à Manon pour marcher, et nous sortîmes promptement de cette dangereuse rue. Lescaut nous tint compagnie. C'est quelque chose d'admirable que la manière dont la Providence enchaîne les événements. À peine avions-nous marché 5 ou 6 minutes qu'un homme dont je ne découvris point le visage reconnut Lescaut. Il le cherchait sans doute aux environs de chez lui, avec le malheureux dessein qu'il exécuta. « C'est Lescaut, dit-il, en lui lâchant un coup de pistolet. Il ira souper ce soir avec les anges. » Il se déroba aussitôt. Lescaut tomba sans le moindre mouvement de vie. Je pressai Manon de fuir, car nos secours étaient inutiles à un cadavre, et je craignais d'être arrêté par le guet, qui ne pouvait tarder à paraître. J'enfilai avec elle et le valet la première petite rue qui croisait. Elle était si éperdue que j'avais de la peine à la soutenir. Enfin, j'aperçus un fiacre au bout de la rue. Nous y montâmes, mais lorsque le cocher me demanda où il fallait nous conduire,
Je fus embarrassée à lui répondre. Je n'avais point d'asile assuré, ni d'amis de confiance à qui j'osasse avoir recours. J'étais sans argent, n'ayant guère plus qu'une demi-pistole dans ma bourse. La frayeur et la fatigue avaient tellement incommodé Manon qu'elle était à demi pâmée, près de moi. J'avais d'ailleurs l'imagination remplie du meurtre de Lescaut, et je n'étais pas encore sans appréhension de la part du guet. Quel parti prendre? Je me souvins heureusement de l'auberge de Chaillot où j'avais passé quelques jours avec Manon, lorsque nous étions allés dans ce village pour y demeurer. J'espérais non seulement d'y être en sûreté, mais d'y pouvoir vivre quelque temps sans être pressé de payer. « Mène-nous à Chaillot, dis-je au cocher, et refusa d'y aller si tard, à moins d'une pistole, autre sujet d'embarras. Enfin, nous convînmes de 6 francs. C'était toute la somme qui restait dans ma bourse. Je consolais Manon en avançant, mais au fond, j'avais le désespoir dans le cœur. Je me serais donné 1000 fois la mort si je n'eusse pas eu dans mes bras le seul bien qui m'attachait à la vie. Cette seule pensée me remettait. Je la tiens du moins, disais-je. Elle-même, elle est à moi. Tibère, j'ai beau dire, ce n'est pas là un fantôme de bonheur. Je verrais périr tout l'univers sans y prendre intérêt. Pourquoi? Parce que je n'ai plus d'affection de reste? Ce sentiment était vrai. Cependant, dans le temps que je faisais si peu de cas des biens du monde, je sentais que j'aurais eu besoin d'en avoir du moins une petite partie, pour mépriser encore plus souverainement tout le reste. L'amour est plus fort que l'abondance, plus fort que les trésors et les richesses, dont il a besoin de leur secours. Et rien n'est plus désespérant pour un amant délicat que de se voir ramené par là, malgré lui, à la grossièreté des âmes les plus basses. Il était 11 heures quand nous arrivâmes à Chaillot. Nous fûmes reçus à l'auberge comme des personnes de connaissance. On ne fut pas surpris de voir Manon en habit d'homme, parce qu'on est accoutumé à Paris et aux environs de voir prendre aux femmes toutes sortes de formes. Je la fis servir aussi proprement que si j'eusse été dans la meilleure fortune. Elle ignorait que je fusse mal en argent. Je me gardais bien de lui en rien apprendre, étant résolu de retourner seul à Paris le lendemain pour chercher quelque remède à cette fâcheuse espèce de maladie. Elle me parut pâle et maigrie en soupant. Je ne m'en étais point aperçue à l'hôpital, parce que la chambre où je l'avais vue n'était pas des plus claires. Je lui demandai si ce n'était point encore un effet de la frayeur qu'elle avait eue en voyant assassiner son frère. Elle m'assura que quelque touchée qu'elle fût de cet accident, sa pâleur ne venait que d'avoir essuyé pendant 3 mois mon absence. « Tu m'aimes donc extrêmement, lui répondis-je. « 1000 fois plus que je ne puis dire, reprit-elle. Tu ne me quitteras donc plus jamais, ajoutai-je. Non, jamais, répliqua-t-elle. Et cette assurance fut confirmée par tant de caresses et de serments qu'il me parut impossible, en effet, qu'elle pût jamais les oublier. J'ai toujours été persuadée qu'elle était sincère. Quelle raison aurait-elle eu de se contrefaire jusqu'à ce point? Mais elle était encore plus volage, ou plutôt elle n'était plus rien, et elle ne se reconnaissait pas elle-même, lorsqu'ayant devant les yeux des femmes qui vivaient dans l'abondance, elle se trouvait dans la pauvreté et le besoin. J'étais à la veille d'en avoir une dernière preuve qui a surpassé toutes les autres, et qui a produit la plus étrange aventure qui soit jamais arrivée à un homme de ma naissance et de ma fortune. Comme je la connaissais de cette humeur, je me hâtais le lendemain d'aller à Paris. La mort de son frère et la nécessité d'avoir du linge et des habits pour elle et pour moi étaient de si bonnes raisons que je n'eus pas besoin de prétexte. Je sortis de l'auberge avec le dessein, dis-je à Manon et à mon hôte, de prendre un carrosse de louage, mais c'était une gasconnade. La nécessité m'obligeant d'aller à pied, je marchais fort vite jusqu'au cours de la Reine, où j'avais dessein de m'arrêter. Il fallait bien prendre un moment de solitude et de tranquillité pour m'arranger et prévoir ce que j'allais faire à Paris. Je m'assis sur l'herbe. J'entrai dans une mer de raisonnements et de réflexions qui se réduisirent peu à peu à 3 principaux articles. J'avais besoin d'un secours présent, pour un nombre infini de nécessités présentes. J'avais à chercher quelque voie qui pût, du moins, m'ouvrir des espérances pour l'avenir. Et ce qui n'était pas de moindre importance, j'avais des informations et des mesures à prendre pour la sûreté de Manon et pour la mienne. Après m'être épuisé en projets et en combinaisons sur ces 3 chefs, je jugeais encore à propos d'en retrancher les 2 derniers. Nous n'étions pas mal à couvert dans une chambre de Chaillot, et pour les besoins futurs, je crus qu'il serait temps d'y penser lorsque j'aurais satisfait au présent. Il était donc question de remplir actuellement ma bourse. M. de T m'avait offert généreusement la sienne, mais j'avais une extrême répugnance à le remettre moi-même sur cette matière. Quel personnage que d'aller exposer sa misère à un étranger et de le prier de nous faire part de son bien.
et il n'y a qu'une âme lâche qui en soit capable par une bassesse qui l'empêche d'en sentir l'indignité, ou un chrétien humble par un excès de générosité qui le rend supérieur à cette honte. Je n'étais ni un homme lâche, ni un bon chrétien. J'aurais donné la moitié de mon sang pour éviter cette humiliation. Tiberge, disais-je, le bon Tiberge, me refusera-t-il ce qu'il aura le pouvoir de me donner? Non. Il sera touché de ma misère, mais il m'assassinera par sa morale. Il faudra essuyer ses reproches, ses exhortations, ses menaces. Il me fera acheter ses secours si cher que je donnerai encore une partie de mon sang plutôt que de m'exposer à cette scène fâcheuse, qui me laissera du trouble et des remords. Bon, reprenais-je. Il faut donc renoncer à tout espoir, puisqu'il ne me reste point d'autre voie, que je suis si éloigné de m'arrêter à ces deux-là, que je verserai plus volontiers la moitié de mon sang que d'en prendre une, c'est-à-dire tout mon sang, plutôt que de les prendre toutes les deux. Oui, mon sang, tout entier, ajoutai-je, après une réflexion d'un moment. Je le donnerais plus volontiers, sans doute, que de me réduire à de basses supplications. Mais il s'agit bien ici de mon sang. Il s'agit de la vie et de l'entretien de Manon. Il s'agit de mon amour et de sa fidélité. Qu'ai-je à mettre en balance avec elle? Je n'y ai rien mis jusqu'à présent. Elle me tient lieu de gloire, de bonheur et de fortune. Il y a bien des choses, sans doute, que je donnerais ma vie pour obtenir ou pour éviter. Mais estimer une chose plus que ma vie n'est pas une raison pour l'estimer autant que Manon. Je ne fus pas longtemps à me déterminer après ce raisonnement. Je continuai mon chemin résolu d'aller d'abord chez Tiberge, et de là chez M. de T. En rentrant à Paris, je pris un fiacre, quoique je n'eusse pas de quoi le payer. Je comptais sur les secours que j'allais solliciter. Je me fis conduire au Luxembourg, d'où j'envoyai avertir Tiberge que j'étais à l'attendre. Il satisfit mon impatience par sa promptitude. Je lui appris l'extrémité de mes besoins sans nul détour. Il me demanda si les 100 pistoles que je lui avais rendues me suffiraient. Et sans m'opposer un seul mot de difficulté, il me les alla chercher dans le moment, avec cet air ouvert et ce plaisir à donner, qui n'est connu que de l'amour et de la véritable amitié. Quoique je n'eusse pas eu le moindre doute du succès de ma demande, je fus surpris de l'avoir obtenue à si bon marché, c'est-à-dire sans qu'il m'eût querellé sur mon impénitence. Mais je me trompais en ne croyant tout à fait quitte de ses reproches, car lorsqu'il eut achevé de me compter son argent et que je me préparais à le quitter, il me pria de faire avec lui un tour d'allée. Je ne lui avais point parlé de Manon. Il ignorait qu'elle fût en liberté. Ainsi sa morale ne tomba que sur ma fuite téméraire de Saint-Lazare et sur la crainte où il était qu'au lieu de profiter des leçons de sagesse que j'y avais reçues, je ne reprisse le train du désordre. Il me dit qu'étant allé pour me visiter à Saint-Lazare le lendemain de mon évasion, il avait été frappé au-delà de toute expression en apprenant la manière dont j'en étais sorti. Qu'il avait eu là-dessus un entretien avec le supérieur, que ce bon père n'était pas encore remis de son effroi, qu'il avait eu néanmoins la générosité de déguiser à monsieur le lieutenant général de police les circonstances de mon départ, et qu'il avait empêché que la mort du portier ne fût connue au dehors, et que je n'avais donc de ce côté-là nul sujet d'alarme, mais que s'il me restait le moindre sentiment de sagesse, je profiterais de cet heureux tour que le ciel donnait à mes affaires, et que je devais commencer par écrire à mon père et me remettre bien avec lui, et que si je voulais suivre pour une fois son conseil, il était d'avis que je quittasse Paris pour retourner dans le sein de ma famille. J'écoutais son discours jusqu'à la fin. Il y avait là bien des choses satisfaisantes. Je fus ravi, premièrement, de n'avoir rien à craindre du côté de Saint-Lazare. Les rues de Paris me redevenaient un pays libre. En second lieu, je m'applaudis de ce que Tiberge n'avait pas la moindre idée de la délivrance de Manon, et de son retour avec moi. Je remarquai même qu'il avait évité de me parler d'elle, dans l'opinion apparemment qu'elle me tenait moins au cœur, puisque je paraissais si tranquille sur son sujet. Je résolus, sinon de retourner dans ma famille, du moins d'écrire à mon père, comme il me le conseillait, et de lui témoigner que j'étais disposé à rentrer dans l'ordre de mes devoirs et de ses volontés. Mon espérance était de l'engager à m'envoyer de l'argent sous prétexte de faire mes exercices à l'académie, car j'aurais eu peine à lui persuader que je fusse dans la disposition de retourner à l'état ecclésiastique. Et dans le fond, je n'avais nul éloignement pour ce que je voulais lui promettre. J'étais bien aise, au contraire, de m'appliquer à quelque chose d'honnête et de raisonnable, autant que ce dessein pourrait s'accorder avec mon amour. Je faisais mon compte de vivre avec ma maîtresse, et de faire en même temps mes exercices. Cela était fort compatible. Je fus si satisfait de toutes ces idées que je promis à Tiberge de faire partir, le jour même, une lettre pour mon père.
J'entrai effectivement dans un bureau d'écriture en le quittant. Et j'écrivis d'une manière si tendre et si soumise qu'en relisant ma lettre, je me flattais d'obtenir quelque chose du cœur paternel. Quoique je fusse en état de prendre et de payer un fiacre après avoir quitté Tiberge, je me fis un plaisir de marcher fièrement à pied en allant chez M. de T. Je trouvais de la joie dans cet exercice de ma liberté, pour laquelle mon ami m'avait assuré qu'il ne me restait rien à craindre. Cependant, il me revint tout d'un coup à l'esprit que ces assurances ne regardaient que Saint-Lazare, et que j'avais outre cela l'affaire de l'hôpital sur les bras, sans compter la mort de Lescaut, dans laquelle j'étais mêlée, du moins comme témoin. Ce souvenir m'effraya si vivement que je me retirai dans la première allée, d'où je fis appeler un carrosse. J'allai droit chez M. de T., que je fis rire de ma frayeur. Elle me parut risible à moi-même lorsqu'il m'eut appris que je n'avais rien à craindre du côté de l'hôpital, ni de celui de Lescaut. Il me dit que dans la pensée qu'on pourrait le soupçonner d'avoir eu part à l'enlèvement de Manon, il était allé le matin à l'hôpital et qu'il avait demandé à la voir en feignant d'ignorer ce qui était arrivé. Qu'on était si éloigné de nous accuser, ou lui ou moi, qu'on s'était empressé au contraire de lui apprendre cette aventure comme une étrange nouvelle, et qu'on admirait qu'une fille aussi jolie que Manon eût pris le parti de fuir avec un valet, qui s'était contenté de répondre froidement qu'il n'en était pas surpris, et qu'on fait tout pour la liberté. Il continua de me raconter qu'il était allé de là chez Lescaut, dans l'espérance de m'y trouver avec ma charmante maîtresse, que l'hôte de la maison, qui était un carrossier, lui avait protesté qu'il n'avait vu ni elle ni moi, mais qu'il n'était pas étonnant que nous n'eussions point paru chez lui si c'était pour Lescaut que nous devions y venir, parce que nous aurions sans doute appris qu'il venait d'être tué, à peu près dans la même rue. Sur quoi il n'avait pas refusé d'expliquer ce qu'il savait de la cause et des circonstances de cette mort. Environ 2 heures auparavant, un garde du corps des amis de Lescaut l'était venu voir et lui avait proposé de jouer. Lescaut avait gagné si rapidement que l'autre s'était trouvé 100 écus de moins en 1 heure, c'est-à-dire tout son argent. Ce malheureux qui se voyait sans un sou avait prié Lescaut de lui prêter la moitié de la somme qu'il avait perdue. Et sur quelques difficultés nées à cette occasion, il s'était querellé avec une animosité extrême. Lescaut avait refusé de sortir pour mettre l'épée à la main, et l'autre avait juré en le quittant de lui casser la tête, ce qu'il avait exécuté le soir même. Monsieur de T eut l'honnêteté d'ajouter qu'il avait été fort inquiet par rapport à nous, et qu'il continuait de m'offrir ses services. Je ne balançais point à lui apprendre le lieu de notre retraite. Il me priait de trouver bon qu'il allât souper avec nous. Comme il ne me restait qu'à prendre du linge et des habits pour Manon, je lui dis que nous pouvions partir à l'heure même, s'il voulait avoir la complaisance de s'arrêter un moment avec moi chez quelques marchands. Je ne sais s'il crut que je lui faisais cette proposition dans la vue d'intéresser sa générosité, ou si ce fut par le simple mouvement d'une belle âme. Mais ayant consenti à partir aussitôt, il me mena chez les marchands, qui fournissaient sa maison. Il me fit choisir plusieurs étoffes d'un prix plus considérable que je ne me l'étais proposé. Et lorsque je me disposais à les payer, il défendit absolument aux marchands de recevoir un sou de moi. Cette galanterie se fit de si bonne grâce que je crus pouvoir en profiter sans honte. Nous prîmes ensemble le chemin de Chaillot, où j'arrivai avec moins d'inquiétude que je n'en étais parti. Le chevalier des Grieux, ayant employé plus d'1 heure à ce récit, je le priai de prendre un peu de relâche et de nous tenir compagnie à souper. Notre attention lui fit juger que nous l'avions écouté avec plaisir. Il nous assura que nous trouverions quelque chose encore de plus intéressant dans la suite de son histoire, et lorsque nous eûmes fini de souper, il continua dans ces termes. Fin de la première partie. Voilà, enfin, j'ai terminé cette partie qui m'a... Voilà, donc il y en a juste une seconde qui me paraît beaucoup plus... En fait, elle est beaucoup plus courte, la seconde partie. Donc, enfin, quoique... Non, je sais pas. Enfin, voilà, donc, bonne soirée. Voilà, ravie d'avoir terminé cette première partie. Donc, ils s'en sortent quand même pas mal. Hein, malgré tout ça, il n'a pas réfléchi avant, il a eu pas mal de chance aussi, avec des gens quand même plutôt gentils autour de lui, hein, qui permettent quand même de bien les aider. Donc voilà, donc hâte de voir la seconde partie. Bonne soirée.